RFM Midi. RFM Midi. Merci de nous choisir. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, probable intervention militaire en Gambie. Le Sénégal devrait être à la tête du commandement des forces militaires, selon une source d'RFM. En politique, les partis non alignés dénoncent leur mise à l'écart dans les discussions sur le processus électoral. L'État réorganise encore le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Le ministère des Affaires étrangères a mis fin à tous les agréments des voyagistes privés. Désormais, il faut remplir 15 conditions. Les relations économiques entre le Sénégal et la France se renforcent. L'accord signé avec Total en dit long. Les échanges entre Dakar et Paris en chiffres dans cette édition. Le CAS exige de l'État la matérialisation de l'accord sur la retraite. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur compte déposer un préavis de grève à la fin de ce mois. Et puis l'adoption du permis à points, ce sera avant la fin du premier semestre de l'année 2017. C'est le directeur des transports routiers qui l'a annoncé à Kaolaka. Georges Détché-Diop, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. Situation des migrants maliens. Bamako refuse de coopérer avec l'Union européenne. Au Burkina Faso, des militaires membres de l'ex-RSP à la barre. Ils sont accusés d'avoir organisé une évasion de prisonniers. En République démocratique du Congo, 26 morts selon l'ONG Human Rights Watch. C'est suite à des violences après la fin du mandat constitutionnel de Joseph Kabila. Le gouvernement de la République démocratique du Congo rejette. Human Rights Watch confirme. Vous allez entendre la directrice de l'Afrique centrale de l'ONG. Les titres sport. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Football sanctionné hier par la FIFA. Abdoulaye Sow, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, persiste et signe du Gabon où il se trouve. Il insiste que l'arbitre ghanéen Michel Lamté a été corrompu lors du match Afrique du Sud du Sénégal. Vous entendrez dans ce 12h retour ce soir des champions d'Afrique du beach, soit que les Lions du Sénégal sont attendus à 23h à Dakar. La fédération appelle à la mobilisation pour les accueillir avec les honneurs. À suivre la chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Et puis, point de vue sur les préoccupations des retraités. Les débats tournent autour de la mensualisation et de la modicité de leur pension. Rendez-vous vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. RFM Midi. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une source bien en fait des choses à confier à RFM qu'en cas d'intervention militaire en Gambie, c'est le Sénégal qui devrait prendre le commandement des forces militaires de la CEDEAO. Vous le savez, le président Yahya Jammeh, battu lors de la dernière présidentielle, ne veut pas quitter le pouvoir. Babacar Fall. La question n'est pas apparue, pour des raisons évidentes, sur le communiqué qui a sanctionné la fin des travaux du sommet de la CEDEAO samedi dernier à Abuja, mais les chefs d'État en ont bel et bien parlé, confie notre source. Oui, s'il doit y avoir intervention des forces ouest-africaines en Gambie, c'est le Sénégal qui en prendrait le commandement. Parce que surtout, il y a le facteur géographie. La Gambie est au sein du Sénégal. Les autres éléments des forces d'attente de la CEDEAO sont chacun dans leur pays respectif, même s'ils sont déjà en alerte. Alors tout devrait commencer par les plus proches, les soldats sénégalais. Et comment tout cela devrait se faire? Notre source est restée très peu loquace sur le modus operandi. Aucun détail non plus sur le nombre exact de soldats de la CEDEAO nécessaires pour cette éventuelle mission qui consiste à empêcher Yahya Jammeh de confisquer le pouvoir. Le président sortant de la Gambie a encore déclaré hier soir à la télévision qu'il ne rendra pas le pouvoir le 19 janvier prochain, le délai constitutionnel pour la passation de pouvoir avec le président élu Adama Barrow. Et la menace terroriste et la situation en Gambie auront raison des fêtes de fin d'année. Comme l'année précédente, les manifestations et les feux d'artifice devraient être interdits par un arrêté ministériel. D'importants dispositifs sécuritaires seront pris aux frontières et à Dakar. Sornana Tambaya.
Cette année encore, les Sénégalais risquent d'être déçus et surtout les habitués de la place de l'Indépendance. Selon des informations, on va vers un arrêté ministériel visant à interdire les feux d'artifice et les rassemblements durant la période des fêtes. Les raisons évoquées en décembre 2015 reviennent. Les nombreuses menaces et surtout celles terroristes. Sauf que cette fois-ci, les autorités prennent en compte la situation en Gambie. Avec les forces militaires de la CEDEAO en attente, les autorités veulent tout surveiller et tout contrôler. Non seulement la sécurité sera renforcée aux frontières, mais elle le sera aussi dans la capitale. En décembre 2015, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avait décidé de revoir la célébration des fêtes de fin d'année. Il n'y avait donc pas de feux d'artifice et les manifestations devaient faire l'objet d'une autorisation administrative. RFM, la radio de toute l'actualité. 12h05 du nouveau dans l'organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam. L'État réorganise le secteur des voyagistes privés. Une note émanant du ministère des Affaires étrangères met fin à tous les agréments. Il faut désormais obéir à 15 critères pour obtenir un agrément de la délégation générale au lieu saint de l'islam. RFM a obtenu une copie de cette note du gouvernement. Binta Diallo. Un des critères commence déjà à faire jaser dans le milieu des voyagistes privés. Il s'agit du critère numéro 2 qui dit, je cite, peuvent bénéficier de l'agrément les associations, les agences de voyage, les sociétés et les groupements d'intérêt économique en règle aux obligations fiscales. Fin de citation. Quitus fiscal obligatoire donc, les associations et les GIE se sentent visés par la mesure et comptent ne pas se laisser faire. Et ce critère en cache bien d'autres, 14 qu'il faut remplir pour pouvoir bénéficier désormais d'un agrément délivré par le délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam. Des voyagistes avec qui nous avons discuté s'interrogent d'ailleurs sur la faisabilité du critère numéro 6, critère relatif au quota de pèlerins à convoyer, arrêté entre 100 et 600 pèlerins. La nouveauté cette fois, décidée par l'État du Sénégal, le bénéficiaire d'un agrément sera doté d'office d'un quota d'au moins 100 pèlerins. S'il en veut plus, il va falloir qu'il décline ses garanties bancaires ou financières à la délégation générale. Des voyagistes se demandent comment est-ce que cette mesure va prospérer alors que le Sénégal n'a que 10 500 pèlerins. Dans les autres conditions à remplir pour la demande d'agrément, notamment le critère numéro 3, le voyagiste doit désormais avoir des locaux à usage de bureau avec un personnel permanent. Le voyagiste doit également engager impérativement un personnel de santé et mettre en place un encadrement religieux pour les besoins du pèlerinage. L'autre nouveauté, et non des moindres, pour pouvoir disposer d'un agrément, une escale de plus de 6 heures à l'aller comme au retour n'est plus permise. Au-delà, le pèlerin doit être logé dans un hôtel et pris en charge jusqu'à son départ. En plus, le pèlerin ne doit plus faire plus d'un mois au lieu saint de l'islam. Et tout cela fait l'objet d'un engagement écrit par le voyagiste privé. Des critères plus corsés les uns que les autres, le ministère des Affaires étrangères du Sénégal se veut clair dans sa note de service qui est tombée le 8 décembre dernier. Le manque d'organisation s'est terminé. Un comité d'instruction est mis en place chargé d'examiner les manquements et de prononcer une sanction contre les voyagistes qui ne se soumettront pas au règlement établi. Il est 12h08. Les majors font leur entrée dans le pétrole sénégalais découvert. Après le groupe britannique BP, la multinationale française Total va investir dans l'exploration du pétrole. L'arrivée des majors est bénéfique parce qu'ils peuvent apporter leur expertise. C'est l'avis de l'expert pétrolier Bachir Dramé. Il déclare que le Sénégal devra veiller à sauvegarder ses intérêts. Nous l'écoutons avec El Hadj Ndiogou-Diène. Nous pouvons en tirer 3 enseignements majeurs. D'abord, cela complète l'offre de Total, qui est effectivement présent au Sénégal depuis les années 1954, notamment dans la distribution. Le deuxième enseignement, c'est qu'il s'agit d'une logique des majors dans les stratégies de pénétration dans les pays où les recherches sont effectuées. C'est vrai que ce sont les juniors qui arrivent d'abord, qui font la recherche, qui vont aller chercher les permis, et après, c'est cédé aux majors. Et donc, Total suit cette logique de la même manière que BP. Alors, le troisième enseignement qui me semble plus intéressant,
Je pense que c'est de voir qu'est-ce que ces multinationales peuvent nous apporter. Je crois que le Sénégal pourra bénéficier de l'accompagnement dans plusieurs domaines, notamment dans la formation, avec les différents partenariats. Vous savez que Total bénéficie et fait partie des rares multinationales qui ont encore des écoles ou qui sont partenaires dans la plupart des écoles qui existent dans le monde dans le pétrole. Est-ce qu'il n'est pas à craindre une mainmise des multinationales sur le pétrole? Elles pourraient venir tout prendre au détriment de notre pays. Sur le plan technique, ce n'est pas possible. Vous savez, aujourd'hui, dans les contrats pétroliers, il y a deux choses essentielles. D'abord, c'est que s'il n'y a pas de transparence, il n'y aura pas de pétrole. Ça, il faut le savoir. Les gouvernements sont obligés de s'inscrire dans une dynamique et logique de transparence. La deuxième chose, et qui me semble essentielle, c'est l'existence d'expertise nationale et internationale. Et ces gens-là, je pense qu'ils sont assez impliqués, assez conscients aujourd'hui pour faire face et dire, en tout cas, quelles que soient les règles du jeu, il est important de sauvegarder les intérêts du Sénégal. Quoi qu'il en soit, il y a regain d'intérêt dans les relations économiques entre le Sénégal et la France. Pas plus tard qu'hier, notre pays a signé un accord avec Total. Mais au total, c'est 7 accords qui ont été signés par Dakar et Paris. Déjà, il faut noter que les échanges commerciaux entre les deux pays s'élevaient à 532 milliards en 2014, soit une hausse de 17,4% comparée à 2009 avec une balance commerciale déficitaire au détriment du Sénégal. En plus de tout cela, 91 entreprises françaises sont présentes dans notre pays avec des milliers d'emplois. Le point avec Mantouré. France, premier investisseur au Sénégal, sauf sous Abdoulaye Wade, qui avait une relation plutôt ambiguë avec Paris. Il était tourné vers les pétrodollars. Le troisième président avait fortement diversifié ses relations économiques. À la France, il a préféré les États-Unis, les pays arabes, la Chine et les BRICS. Pour preuve, en 2003, 90% des entreprises du secteur industriel étaient des filiales françaises. Ce chiffre a été réduit à 80% en 2012, selon un rapport du gouvernement sénégalais. Et voilà que Macky Sall décide, entre guillemets, de rendre à César ce qui appartient à César. Selon la première conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le stock d'investissement direct à l'étranger de la France au Sénégal est passé de plus de 152 milliards et demi en 2002 pour atteindre 1703 milliards en 2014, soit une multiplication par 10 en une douzaine d'années. La présence de Marianne chez Senghor concerne tous les secteurs d'activité, l'agriculture et l'agro-industrie, les compagnies fruitières dans la production horticole, Castel dans le secteur des boissons et dans le raffinage d'huile végétale, les carrières et mines et industries, cimenterie Socosim, Eramat, Air Liquide dans le secteur du gaz, le BTP, principalement Eiffage avec la première concession autoroutière du pays et Sogea Satom, distribution Total, premier distributeur de carburant au Sénégal avec plus de 140 stations. Autre secteur, présence de casinos à travers une franchise et d'Auchan avec la marque Attaque. Transport aérien et tourisme. Air France, Corsair, Accor, Club Med. Transport maritime et logistique, Bolloré, Necotrans, Delmas. Télécom et médias, la Sonatel, dont Orange est le premier actionnaire qui est devenu le premier opérateur téléphonie et Internet du pays. Atos, un hub de services numériques et Canal+. Banques et assurances sur SGBS et B6. AXA et Grâce à Voix. Dernière information, 4 ministres français se sont déplacés et les signatures de contrats ne se sont pas faites attendre. 7 au total. La compagnie Total est revenue en force. Alstom n'est pas en reste. La France a créé un peu plus de 12 000 emplois. Mais économiquement, il n'est pas exagéré de dire qu'elle tient le Sénégal entre ses mains. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Les partis non alignés dénoncent leur mise à l'écart dans les discussions sur le processus électoral. Ils fustigent la bipolarisation des questions électorales. Les non alignés exigent par ailleurs des concertations sur les problèmes du pays. Le coordonnateur du pôle des non alignés s'appelle Amadou Senyan. Il est joint par El Hadj Ndiogou. Les questions électorales ne doivent pas être bipolarisées, c'est-à-dire elles ne doivent pas uniquement concerner l'opposition. Parce que nous avons senti, avant la mise en place du pôle de non-alignés, nous avons senti cette bipolarisation qui menait toujours vers des blocages. Ce qu'on risque de voir aujourd'hui, avec l'attitude que les uns et les autres ont
nous les appelons à la raison. Il n'y a pas que les questions électorales dans ce pays. Il y a beaucoup d'autres points très très importants sur lesquels les Sénégalais attendent la classe politique. Et c'est en cela que nous appelons les uns et les autres. Pour ce qui est de cette bourde entre la majorité et l'opposition, nous n'avons pas été associés aux discussions, un au niveau du palais, deux au niveau du ministère de l'Intérieur, alors que nous sommes une entité qui regroupe pas moins de 40 partis politiques. Nous demandons que respect soit donné aux Sénégalais pour que non seulement l'on s'assoie avec moins de passion, avec moins de nombrilisme, qu'on puisse véritablement s'asseoir sur les questions majeures du pays, y compris les questions électorales, et non pas que chacun tire de son côté, alors que les problèmes sont là, ils sont d'ordre sécuritaire, d'ordre économique, d'ordre social, etc. Tout autre chose, le syndicat autonome des enseignants du supérieur ne compte rien lâcher pour que l'État aille vers la matérialisation de l'accord sur la retraite. En conférence de presse ce matin, le SAES annonce le dépôt d'un préavis de grève à la fin de ce mois de décembre. Le secrétaire général du SAES, Malik Fall, au micro de Migui Marandiaï. Il faut rappeler ici que d'après les statistiques, les professeurs de rang magistral se font de plus en plus rares dans les universités publiques sénégalaises, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en particulier. En 2016, près de la moitié des enseignants-chercheurs de l'UCAD partis à la retraite sont des enseignants-chercheurs de rang magistral. Il faut aussi retenir que les enseignants de rang B, qui font partie intégrante du dispositif d'encadrement des étudiants, sont également en sous-effectif. En résumé, ces résultats témoignent de la dégradation du taux d'encadrement. Or, ce sont eux qui doivent assurer l'encadrement des masters et des doctorats. Dans l'accord conclu avec le gouvernement, des propositions d'amélioration de la pension de retraite des enseignants du supérieur avaient été élaborées et validées par les services techniques du ministère de l'économie et des finances. Le SAES reste plus que jamais intransigeant. À la fin du mois de décembre, si rien n'est fait, le SAES déposera un préavis de grève avec un seul point, la matérialisation de l'accord sur la retraite. Et à propos du transfert de la gestion du groupe Yahoo Selem, les élèves vont marcher aux côtés de leurs parents vendredi prochain. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Dans 6 mois, le permis à points devrait être adopté au Sénégal. En tous les cas, c'est le directeur des transports routiers qui a donné la nouvelle à Kaolack, Ibrahima Diamé. Le directeur des transports routiers en campagne pour l'adoption du permis à points, Cheikh Oumar Gueye, et son équipe ont entamé une tournée nationale pour échanger avec les acteurs du transport sur la question. Selon lui, tout est presque au point en matière de logistique et d'infrastructure pour l'adoption de ce permis au Sénégal. Depuis presque une année, en tout cas, l'État central a commencé effectivement à mettre en place la réflexion sur le permis à points. Si vraiment on est trop pessimiste, il faut dire avant la fin du premier semestre 2017, le permis à points sera là. D'autant plus que les préalables déjà sont déjà là en termes d'élaboration de textes et autres là. Il s'agit juste de faire le partage. Les investissements qui vont accompagner ce permis à points en termes logistiques pour nos forces de contrôle et de sécurité sont en cours d'acquisition. Toutefois, du côté des transporteurs, même si l'on estime que l'application peut contribuer à réduire les accidents, leur position semble toujours mitigée. Pape Babacar Ndour est le président du regroupement régional des transporteurs de Kaolack. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on est pour ou non, d'autant plus que le directeur, c'est sa première sortie, c'est la première région qu'il est venu exposer le problème. Donc il y a d'autres régions et ensemble on va se concerter pour voir vraiment ce qui va se passer. Mais en tout cas, le nombre d'accidents, on doit tout faire pour le réduire. Suivant le directeur des transports routiers, en moyenne, chaque jour, 2 personnes perdent la vie par accident de la route et c'est pour réduire cela donc qu'ils ont entamé cette tournée nationale. Après Kaolack, ils vont se rendre à Kaffrine et à Tamba avant de faire le tour du Sénégal pour discuter avec les autres acteurs du transport. Ibrahim Djamé, Kaolack, Radio Futur Média. Hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, les autorités veulent que le plateau technique et médical soit relevé, transformer l'hôpital, faire en sorte qu'il atteigne le niveau 2 ou 3 d'ici 2021 et améliorer l'offre de soins. Ce sont les ambitions déclinées par le directeur de l'hôpital. Correspondance Isidore Alexandre Sen.
D'ici à 2021, les autorités hospitalières veulent hisser la structure sanitaire à un niveau plus élevé. Dr Cheikh Sidi Ahmed Bekaïnas, directeur du centre hospitalier Youssou Mbargane Diop de Rufisque. L'ensemble du personnel de l'hôpital est en train de réfléchir sur un projet d'établissement 2017-2021 pour définir des objectifs stratégiques, changer complètement la face de l'hôpital en améliorant aussi bien l'offre de soins que les infrastructures existantes. À l'hôpital Youssou Mbargane, les défis sont nombreux mais réalisables, estime le directeur. L'exercice que nous sommes en train de faire pour relever le défi de transformer l'hôpital Youssou Mbargane en un hôpital de niveau 2, voire même de niveau 3. C'est possible, l'hôpital Youssou Mbargane est obligé de changer de face ou disparaître. Si l'hôpital ne se développe pas, l'hôpital va disparaître. La Sococim a dégagé 27 millions de francs CFA pour une ambulance semi-médicalisée. La cimenterie répond ainsi à une vieille doléance des responsables de l'hôpital. Youga Sow, directeur général de la Sococim, a d'ailleurs dit la volonté de son entreprise d'être aux côtés de l'hôpital si le besoin se fait sentir. 27 millions, une ambulance d'un très bon niveau. Notre rôle et notre responsabilité, c'est d'appuyer Youssou Mbargane pour que Youssou Mbargane réponde présent au rendez-vous, au défi de la santé. La cérémonie de réception de l'ambulance a enregistré la présence du préfet du département de Rufisque, mais également le personnel hospitalier qui a salué le climat de paix qui règne dans l'hôpital. Isidore Alexandre Sen-Rufisque, RFM. L'actualité internationale. C'est parti. Situation des migrants maliens. Georges Bamako refuse de coopérer avec l'Union européenne. Douche froide pour l'Union européenne après le niet catégorique des autorités maliennes. Bamako ne compte pas aider l'UE à expulser ses ressortissants en situation irrégulière. Binta Diallo, le chef de la diplomatie malienne, s'est voulu on ne peut plus clair. Abdoulaye Diop ne mâche pas ses mots à l'égard de l'UE. Le Mali n'entend pas monnayer sa dignité, a-t-il martelé haut et fort, ce qui veut dire donc que Bamako n'aidera point l'Union européenne à identifier ses ressortissants en situation irrégulière pour les rapatrier. Le chef de la diplomatie malienne met fin à cette annonce qui fait polémique depuis quelques jours dans la capitale. Une déclaration ferme du ministre malien des Affaires étrangères au moment où son pays est en discussion profonde avec l'UE, un accord de 160 millions de dollars, environ 8 000 milliards de francs CFA, une enveloppe qui devra servir à accompagner le retour des migrants maliens. Pour fixer les jeunes maliens chez eux, les autorités comptent également créer des emplois avec cette enveloppe et lutter contre les passeurs et les contrebandiers. Selon Frontex, plus de 10 000 millions de Maliens sont illégalement entrés en Europe depuis 2015. Au Burkina Faso, des militaires devant la justice de Pizière. Des soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Le procès des 29 personnes mises en cause s'est ouvert hier. Elles sont accusées d'avoir planifié une attaque de la maison d'arrêt de correction des armées afin de libérer les généraux Gilbert Diendéré, Djibril Bassolé et les militaires incarcérés dans le cadre de l'enquête du putsch de septembre. Demander le report ils veulent s'imprégner du dossier refus du tribunal d'ajourner l'audience. Elle est juste suspendue pour 24 heures. Ce procès a repris aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, une majorité absolue pour la RHDP à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix a remporté les législatives avec 167 sièges sur 255 possibles. Les résultats définitifs ont été rendus publics hier. Le taux de participation au scrutin, 34,1% seulement. Au moins 75 députés qui se sont présentés sous leur propre nom ont été choisis par les électeurs. Des heurts et des morts hier à Kinshasa, en RDC. C'est après la fin du second mandat constitutionnel de Joseph Kabila. Ces violences ont fait au moins 26 morts. Selon l'ONG Human Rights Watch, le dialogue politique initié par les évêques devrait reprendre aujourd'hui. Le gouvernement a rejeté les chiffres avancés par Human Rights Watch, mais l'ONG confirme et craint le pire. Nous avons joint Idi Saouya. Elle est la directrice Afrique centrale de l'ONG Human Rights Watch. Nous avons remarqué une réponse des forces de sécurité qui était souvent très excessive et brutale. Human Rights Watch a confirmé qu'au moins 26 personnes ont été tuées par les forces de sécurité, spécifiquement à Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Boma. Mais nous continuons à recevoir plusieurs autres rapports crédibles d'autres personnes qui ont été tuées, donc nous craignons que les chiffres peuvent
continuer à s'augmenter. Nous avons aussi documenté plusieurs cas des arrestations et des gens qui sont portés disparus jusque-là. Dans quelques quartiers à Kinshasa, les soldats de la garde républicaine ont fait la porte-à-porte en cherchant des jeunes gens qu'ils ont arrêtés. Aujourd'hui, à Kinshasa et dans d'autres villes, la situation reste tendue. C'est presque notre ville morte à Kinshasa, mais dans quelques quartiers, les gens ont essayé de manifester, mais ils ont été dispersés par la police et les forces de sécurité. Et en même temps, nous avons noté une recrudescence d'activités par des groupes armés, surtout à Kananga, dans les anciennes provinces de Kasaï, où une milice hier ont attaqué. Il y avait un combat intense entre cette milice et les forces de sécurité de l'armée congolaise. Aussi à Manono, dans l'ex-province de Katanga, une milice Batwa a attaqué. Au moins 40 personnes ont été blessées. Et nous craignons que dans les jours à venir, si le président Kabila ne dit pas clairement qu'il va quitter le pouvoir, on va voir une continuation de ce type d'insécurité et de répression brutale. Ida Saouyer, c'est bien ça son nom, Ida Saouyer, la directrice Afrique centrale de l'ONG Human Rights Watch. Notez que 18 militants de Lucha ont été arrêtés devant le gouvernorat de Goma. Ils voulaient rencontrer le gouverneur du Nord Kivu pour lui faire part de leur campagne Bye Bye Kabila. Ils exigent le départ donc de Kabila dont le second mandat a expiré. Nous l'avons dit le 19 décembre. Georges Detchedjob, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur les préoccupations des retraités. Le débat tourne autour de la mensualisation et de la mendicité de leur pension dans quelques minutes. Dans Jeune Afrique cette semaine, comment va vraiment le Sénégal? Vie politique, développement économique, diplomatie, image, où en est le pays depuis l'élection de Macky Sall en 2012? Spécial 22 pages. Gabon, paysage après la campagne. 3 mois après la présidentielle, l'opposition ne baisse pas les bras et refuse pour l'instant toute idée de dialogue avec Ali Bongo Ondimba. Jusqu'où ira-t-elle? Jeune Afrique, l'hebdomadaire qui donne du sens à l'actualité africaine. En vente cette semaine chez votre marchand de journaux. Disponible également en version digitale. RFM Sport. L'actualité des sports, Malal Junior Diagne, rebonjour. Rebonjour Antoine. Le football, Abdoulaye Sow répond à la FIFA après sa sanction. Le premier vice-président chargé des affaires juridiques suspendu par la FIFA après les incidents notés lors du match Afrique du Sud du Sénégal le 12 novembre dernier persiste et signe. L'arbitre ghanéen Michel Lamté est un voleur et un corrompu. Et s'il faut également refaire la chose une prochaine fois pour défendre les intérêts du Sénégal, Abdoulaye Sow a déclaré être prêt, même s'il faut être sanctionné à vie. Mais les intérêts du Sénégal passent avant tout. Il nous a dit ceci ce matin, nous l'avons joint, il est tout Gabon. Ce qui est le plus cocasse, c'est que l'arbitre lui-même ne l'a pas mis dans son rappel le commissaire. Or, le commissaire partageait avec moi tous mes avis dans la tribune. Il y avait des témoins. Le commissaire partageait tous mes avis dans la tribune et après le match. Et le plus cocasse dans cette affaire, c'est que Lamine Diatta, qui n'est pas descendu une seule fois sur la même couronne, Lamine Diatta, qui n'a été qu'à dans les vestiaires à la fin du match, qui n'a même pas bougé, qui n'a pas dit un iota, s'est infligé la même sanction que moi. Bon, mais encore, si on regarde le fond de cette décision, on m'interdit le banc. Moi, je n'ai jamais été sur le banc. On m'interdit le banc, je n'ai jamais été sur le banc. Ma présence dans les vestiaires est facultative de défense de ma propre volonté. Donc, m'interdire un banc de touche ou bien de vestiaire pour un match ne me fait ni froid ni chaud. Je continuerai à défendre les intérêts de mon pays. Moi, je ne suis pas dans ces instances-là pour des positions individuelles. Je continuerai à me battre. Et lorsqu'un arbitre répétera les mêmes erreurs, les mêmes fautes et le même vol que l'amitié nous a fait à Pelogouané, nous nous battrons sur le terrain, nous nous battrons pour que cela ne se reproduise plus. C'est ça l'important. Et je crois qu'il y a toute décision que la FIFA doit prendre autre que celle-là parce que c'est la corruption et le banditisme dans le football qu'il faut combattre avec de toute force. De toute façon, je continue à défendre le Sénégal comme je
je l'ai toujours défendu. Malal Junior Diagne, un nouveau stade à la place de Demba Diop. Le ministre des Sports y pense. Oui, c'est son rêve de voir donc un nouveau stade de dernière génération érigé à la place de Demba Diop, mais également une toute nouvelle salle de basket à la place de Marius Ndiaye pour offrir à la jeunesse de Dakar des infrastructures dignes de ce nom. Mataba a dit cela ce matin dans RFM Matin à Georges Diop. Aujourd'hui, notre priorité, c'est régler l'injustice qu'ont subie effectivement la région de Sédhiou, la région de Kédougou, la région de Kaffrine. C'est cette injustice qu'on est en train de régler. À part nos projets Hassan Diouf et Lat Dior de Thiès, qui a une capacité extraordinaire, où on mettra du gazon naturel. Quand on aura fini ce programme-là, on va entamer un autre programme parce que tout est aussi planification. Aujourd'hui, on a un autre programme. J'ai dit, normalement, Demba Diop devrait être rasé et ça nous permettrait d'avoir là-bas un stade de dernière génération. Tout est possible. Donc, tout est planification, mais aujourd'hui, notre priorité, c'est terminer les chantiers qui sont déjà... Mais c'est dans mes tablettes. C'est dans mes tablettes. Maintenant, le reste, c'est une question de planification. Et quand ça doit se faire, quand ça se précisera, nous parlerons à qui de droit nous informer. Et si c'est réglé, si c'est beaucoup plus précis, si on sait là où on va et quand est-ce qu'on ira, et je pense qu'il n'y a pas de problème, tout le monde saura ce qu'on a envie de faire. Mais j'ai dit, la meilleure chose aujourd'hui, si on avait l'argent nécessaire, si on a fini effectivement notre programmation au plan infrastructurel, je pense qu'il serait mieux de s'attaquer à cela. Parce que ça serait un très bon plan. Ça permettrait aussi à Dakar de disposer d'une infrastructure digne de son nom. Malal Junior Diagne, les Lions du Beach Soccer attendus ce soir à Dakar. À 23h précisément, la Fédération sénégalaise de foot appelle les Dakarois, les sportifs, mais également les clubs de supporters à se mobiliser pour aller accueillir les champions d'Afrique de beach soccer. Pour rappel, les Lions ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations de football dimanche dernier devant le pays organisateur, le Nigeria. Score final du match, 8-4 pour les Lions. Le Sénégal et le Nigeria vont défendre les couleurs africaines à la prochaine Coupe du Monde l'année prochaine en Allemagne. Le Navetan avec la finale de la zone 1 de l'ODCAV de Dakar cet après-midi au stade Demba Diop. La SC d'Amers affronte Djamono et déjà dans les rues de la Médina, l'ambiance est déjà au rendez-vous. On termine Antoine avec le basket, avec la 5e journée du championnat national qui a été reportée pour cause le décès de l'ancien directeur technique national Ousseynou Ndiaga Diop qui a été inhumé hier. La 5e journée devait normalement se dérouler aujourd'hui et demain. Malal Junior Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. C'est avec Mbaye Sidi Mbaye. Il m'a été donné d'assister cette semaine à 2 documentaires sur une chaîne du bouquet TNT. Le premier que j'ai pris en cours nous a fait vivre les péripéties d'une traversée de la brousse casamançaise en camion qu'on appelle, je crois, 5 tonnes. Il devait être 18 heures passées. Le ciel chargé de menaces orageuses. Déjà la piste étroite et fragile, par endroits, offre les images de larges flaques d'eau couleur boueuse. Le challenge est de rester au milieu du chemin étroit. Pas de chance, le ciel commence à se vider. Il faut surtout éviter les bords de route. Le conducteur l'a signifié à son assistant, assis à côté de lui, dans la cabine chargée d'angoisse. Les regards sont attentifs, rivés sur une boussole imaginaire. Les visages sont tendus, couverts de sueur. Brusquement, le sol à droite s'affaisse pour happer la roue avant. Instinct maladroit, le chauffeur accélère, la roue creuse le sol boueux et s'enfonce profondément. Elle patine. Le moteur coupé, l'équipe descend pour évaluer le malheur. Le cric n'y peut rien. Il faut aller à pied au prochain village, 3 kilomètres plus loin, pour emprunter une pelle. Évidemment, elle s'avérera dérisoire. Il faut trouver de grands moyens. Un tronc d'arbre hissé sur l'épaule solide du pauvre assistant, qui a sans doute regretté d'être de ce voyage. Et en plus, le conducteur l'accuse de négligence. Il faut bien surveiller la route au lieu de rester la bouche ouverte. En tout cas, il a trouvé une hache, coupé le tronc d'arbre en longueur et permis de créer comme un lit pour les roues qui ont roulé crânement hors de danger
jusqu'à quelques mètres plus loin. Pour toutes ces opérations, il a fallu décharger le mastodonte de ses sacs pleins de nourriture et dans sa cabine arrière, des femmes qui voulaient vendre leurs produits au marché. Hélas, le marché était fermé depuis longtemps déjà quand le camion est arrivé la nuit tombée. Cette aventure est significative des combats individuels, des efforts physiques inouïs et des trouvailles d'intelligence pratique dont quotidiennement le tiers-monde est le théâtre. Loin des autoroutes, des magasins de pièces détachées et du confort des voitures rutilantes, il y a une autre réalité, moins brillante, mais ô combien utile et digne. C'est la civilisation de l'intelligence pratique et le courage de l'effort sans témoin. RFM, la presse du jour. Bonjour Barthélémy Ngom. Bonjour. La crise en Gambie à la une de l'Observateur de ce matin. Paris envoie Jammeh à l'hôtel des Invalides. Dans une déclaration commune au terme d'un entretien entre Hollande et Sall à l'Élysée, les deux chefs d'État souhaitent agir ensemble. Hollande a laissé entendre qu'en Gambie, une élection a eu lieu. Les résultats ne sont pas contestables et donc le président élu doit être installé au plus vite. Macky emboîte le pas. Il y a une exigence de respecter la volonté souveraine du peuple gambien. Ce qui fait dire à mon confrère de l'Observateur que les présidents Sall et Hollande sont prêts à déloger Jammeh. Paris et Dakar émettent sur la fréquence Barreau, Note Sud Quotidien. Jammeh encerclé, la CEDEAO prête à intervenir, il perd, la Russie pointe la tribune. Dans l'Observateur, Yahya Jammeh se confie. Nous résoudrons ce conflit de manière pacifique, a dit l'enfant de Kanilaï qui précise que personne ne peut lui enlever sa victoire. Jammeh seul contre tous, écrit Rewmi Quotidien, mais le journal évoque les risques pour le Sénégal en cas d'une intervention militaire en Gambie. Macky Sall et François Hollande en sont conscients, semble dire Rewmi Quotidien. Walfadjri, lui, est conscient d'une chose. L'opposition va à l'assaut de Macky Sall ce mercredi à Paris. Un grand rassemblement est prévu à la place de la République à 14h. Mon confrère note qu'un tapis de critiques sera ainsi déroulé pour le président Sall. Les messages qui l'attendent sur les banderoles et autres flyers confectionnés à cet effet renseignent déjà sur la volonté de Manko Wattu Sénégal de dénigrer Macky Sall. Walf, qui a déjà lu ce qui est écrit sur les pancartes et autres flyers, rapporte ces quelques phrases. Macky, on n'en peut plus. Tu piétines les libertés publiques, tu ruines le pays et tes concitoyens, tu décrédibilises les institutions de la République. Voilà en substance ce qui est écrit sur les pancartes si l'on en croit Walf Quotidien. En attendant l'heure du rassemblement annoncé à Paris, Libération revient sur les retombées de la visite et informe que Macky décroche 2 millions d'euros. Au total, 7 accords stratégiques ont été signés, une précision du quotidien national Le Soleil. L'ambassadeur de la France à Dakar parle justement de relations exceptionnelles à tous les niveaux entre le Sénégal et la France. Le quotidien ironise, il s'agit d'un retour total de la France. Oui, parce que mon confrère informe de l'arrivée du géant français du pétrole, la société Total, dans les champs pétroliers du Sénégal. Thierno Alassane Sall, le ministre sénégalais de l'énergie, a finalisé le protocole de coopération pour l'offshore profond. Ce qui fait dire à Sud Quotidien que Macky Sall installe Total. C'est un total désaccord concernant le processus électoral au Sénégal. L'impossible entente entre le pouvoir et l'opposition pointe enquête. Selon mon confrère, la rencontre d'hier entre le ministre de l'Intérieur et les acteurs politiques a tourné court. Manko dicte sa loi, la majorité se fâche, tonne Vox Populi. Mon confrère souligne que les plénipotentiaires qui ont été reçus à huis clos par le ministre de l'Intérieur n'avaient pas mandat de la coalition pour venir discuter des points à l'ordre du jour. Réaction de Ousmane Badiane de la LD, les conclusions avec une partie des acteurs politiques ne peuvent pas engager tous les acteurs. Zahra Iyane à Abdoulaye Daouda Diallo, vous devez être à équidistance de toutes les coalitions politiques. Benoît Sambou, au ministre de l'Intérieur, le comportement de l'opposition n'est pas bien pour l'institution que vous êtes, suffisant pour que la tribune parle d'une incompréhension totale entre les partis concernés. La rencontre d'hier n'a pas finalement eu lieu. Elle a été reportée par le ministre faute d'interlocuteurs selon la tribune, car les leaders de Manko Wattu Sénégal étaient absents. Le vrai faux boycott de Manko renchérit l'Observateur. Le journal du groupe Futur Média, contrairement à la tribune, souligne que Abdoulaye Daouda Diallo a bel et bien rencontré le front Manko Wattu Sénégal, mais loin des caméras et autres micros. C'était plutôt une foire d'empoigne, écrit L'As Quotidien.
quotidien. Le pôle de la majorité s'en prend au ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, dans le journal fait des précisions. Le ministre, à la page 3 du journal LAS, déclare qu'il n'était pas question de débat contradictoire, mais plutôt d'une rencontre d'information sur les points auxquels le président s'est entretenu avec les leaders de Manko Watou Sénégal. Loin de cette cacophonie autour du processus électoral, Direct Info revient ce matin sur l'héritage de Léopold Sédar Senghor. Il a été trahi par ses héritiers politiques selon le journal. Qu'il s'appelle Abdou Diouf, Moustapha Niasse, Djibo Leyti Tika, Ousmane Tanor Dieng ou même Khalifa Sall, ils sont tous redevables au président Léopold Sédar Senghor. Mais Direct Info souligne tout de même que les élèves et étudiants sauvent l'honneur. 15 ans après sa disparition, Senghor tombe dans l'oubli, note le quotidien. Le sport, Stade Quotidien, informe que la tanière récupère ses blessés en direction de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Ils étaient blessés avec leur club, mais Diao Baldé Keita, Cheikhou Kouyaté et Khalidou Koulibaly font naître l'espoir. Il y a eu plus de peur que de mal pour ces trois internationaux sénégalais, écrit mon confrère. Bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, c'est sur les préoccupations de retraités et vous avez la parole. Le premier intervenant est en ligne, il s'appelle Birahim Fall. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour monsieur. Vous êtes le président du cadre unitaire national des associations des retraités du Sénégal. Vous estimez que vos pensions sont faibles et puis il y a la mensualisation. Qu'est-ce que vous attendez de l'IPRES concrètement? En fait, vous savez, vous-même vous l'avez constaté, aujourd'hui on a constaté que les allocations sont extrêmement faibles. Et vous savez qu'en ce moment, l'IPRES ne veut rien faire pour améliorer quand même la vie des allocataires. C'est la raison pour laquelle maintenant le cadre unitaire a fait une tournée au niveau national pour informer les allocataires de la situation qui prévaut aujourd'hui au niveau quand même de l'IPRES. C'est des gens qui ne veulent pas travailler et qui ne travaillent pas du tout pour les allocataires. Ils ne sont là que pour eux-mêmes. Alors donc, une date a été retenue pour leur grand rassemblement de tous les allocataires du Sénégal à la part de l'Obélisque, c'est le 28 décembre, plus précisément à 10h. Quel taux souhaiteriez-vous que l'IPRES fixe? Nous, on a proposé quand même à l'IPRES de payer, comme on va à la mensualisation, de payer les 2 mois en 1 mois. Les 10%, nous ne sommes pas d'accord, il faut augmenter jusqu'à 50%. Alors donc maintenant, c'est chose très faisable, parce qu'à l'époque, le PCA l'avait dit par 3 fois en 2015. Et moi, je crois qu'une personnalité de cette trempe ne dit pas quelque chose qui ne peut pas se faire. Voilà. Oui. Avez-vous la certitude que l'IPRES a les moyens nécessaires pour accéder à votre demande? Tout à fait. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai rencontré le PCA, les jours passés, il m'avait dit qu'en fait, il faudra dire au chef de l'État de détaxer quand même les 7 milliards que l'État est en train de prendre quand même comme fisc au niveau quand même des placements bancaires. Donc si jamais on le remet maintenant ces 7 milliards-là, alors les 180 milliards de réserves, s'il divise ça par 3, il nous donne au moins le tiers, ajouter maintenant aux 7 milliards, plus maintenant la rentabilité qui se manifeste au niveau quand même des immobiliers, moi je crois qu'au moins le problème sera réglé. Oui, c'est un petit effort et ça, vraiment, et l'augmentation des cotisations pour les travailleurs actifs, ça peut quelque part aider, non? Oui, parce qu'en fait, nous avons, je ne sais que les 14% qui ont été toujours versés par les employeurs, c'est des petites cotisations. Alors aujourd'hui, ils peuvent aller même maintenant au-delà, 20 à 25%. Là, ça pourrait aider au moins les allocataires à aller vers une mensualisation quand même apaisée. Mais ils ne font aucun effort, c'est ça le problème. Très bien, merci. Birahim Fall, c'est le président du cadre unitaire national des associations des retraités du Sénégal. On parle des problèmes des retraités avec leur modique pension. En ligne, Samuel Ndour. Bonjour Samuel. Samuel Ndour qui sera en ligne dans quelques instants. C'est le deuxième secrétaire général de la CNTS-FC, membre du conseil d'administration de l'IPRES.
Samuel Ndour est bien en ligne. Bonjour Samuel. Bonjour M. Diouf. Alors, les retraités pleurent sur leur sort, leurs pensions sont modiques, et puis on va vers la mensualisation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La mensualisation, c'est les retraités qui l'ont toujours demandé. Ils ont 2 associations qui travaillent en étroite collaboration avec l'IPRES et qui sont même représentés au niveau du conseil d'administration de l'IPRES. Ils ont toujours demandé la mensualisation. Donc, depuis l'année dernière, quand même, la direction de l'IPRES voulait procéder à la mensualisation. Il y a eu des couacs, mais qui ont été réglés et que maintenant, tout est fin prêt pour passer à la mensualisation. Oui, donc, la mensualisation, certes, ils l'ont demandé, mais pas avec n'importe quel montant à payer quand même. Mais malheureusement, au niveau de l'IPRES aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que c'est des cotisations. Quand tu mets 15 francs là-bas à l'IPRES, on doit te payer une pension. C'est 15 francs que vous avez misé qu'on va vous payer. On ne peut pas vous donner 25 francs ou bien 100 francs sans raison. Oui. Donc chacun ne trouve que le montant qu'il trouve là-bas, c'est le montant qu'il a cotisé lui-même. Donc c'est pas des montants décrétés par la direction de l'IPRES. Donc quand tu cotises 2 ans, 3 ans et que tu veux avoir une pension, ça ne peut être qu'une pension modique. Et l'IPRES ne peut pas faire... Oui, continuez. Quand certaines personnes aussi sont décédées et que leur pension est divisée par 3 épouses ou 4 épouses, mais ça ne peut être que de pension modique. Oui, et l'IPRES ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait aujourd'hui? Actuellement, non, parce que même l'augmentation de 10% qui doit être opérée à partir de ce mois de janvier, donc ça c'est supposé être remplacé par ce qu'on pourra gagner sur les investissements futurs de l'IPRES. Les retraités souhaiteraient qu'on détaxe les 7 milliards qui sont au niveau des banques. Mais ça aussi, c'est une très bonne chose. Nous, au niveau de l'IPRES aussi, ça a été un souhait. Et je pense bien que le président de la République avait dit que c'était possible. Donc, tout le monde attend à ce que ça se passe. Oui, il y a quelque temps, on a entendu une autorité de l'IPRES parler de l'augmentation des cotisations. Quand est-ce que cela pourrait être appliqué? Je pense bien qu'il y a eu une augmentation à partir du mois d'avril dernier, un déplafonnement. Parce que le vrai problème, c'est que les cotisations sont vraiment modiques. Des salaires limités à 300 000 francs, alors qu'il y en a des gens qui gagnent beaucoup plus. Donc, c'est ça qui fait que les pensions sont petites, parce que c'est un taux de 14% qui est retenu au niveau qui est cotisé par membres de l'IPRES. Très bien. C'est ça vraiment qui est vraiment très petite. Les gens devaient trouver une autre solution quand même pour pousser les gens à cotiser ailleurs, à payer des assurances pour avoir à la retraite une somme qui peut faire vivre une famille. Très bien. Samuel Ndour, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le 2e secrétaire général de la CNTS-FC, membre du conseil d'administration de l'IPRES. La météo avant de vous quitter, le ciel restera parsemé de nuages sur le littoral et la moitié nord du pays. Le temps clément persistera sur la quasi-totalité du territoire où les températures journalières vont osciller entre 24 à Dakar et 32 à 34 sur les localités centre et sud. La fraîcheur nocturne et matinale restera sensible sur le pays avec des minima de température qui vont tourner autour de 20 degrés. Le rappel des titres. Antoine Diouf. Probable intervention militaire en Gambie. Le Sénégal devrait être à la tête du commandement des forces militaires, selon une source de RFM. En politique, les partis non alignés dénoncent leur mise à l'écart dans les discussions sur le processus électoral. L'État réorganise encore le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Le ministère des Affaires étrangères a mis fin à tous les agréments des voyagistes privés. Désormais, il faut remplir 15 conditions. Les relations économiques entre le Sénégal et la France se renforcent. L'accord signé avec Total en dit long. Les échanges entre Dakar et Paris. En chiffres, c'était dans cette édition. Le CS exige de l'État la matérialisation de l'accord sur la retraite
Le syndicat autonome des enseignants du supérieur compte déposer un préavis de grève à la fin de ce mois. Et puis, l'adoption du permis à points, ce sera avant la fin du premier semestre de l'année 2017. C'est le directeur des transports routiers qui l'a annoncé à Kaolack. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop, réalisation El Hadj Daouda Diouf. À 13h, El Hadj Ndiogou Diène pour la grande édition à Wolof. Tout de suite, c'est Dialgati Hibar. Excellent art, excellent art, excellent art, excellent art, excellent art.